Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Il importe de rappeler que le cimentier Lafarge a fait l'objet de poursuites judiciaires en France, pour financement présumé des groupes terroristes, et complicité de crimes de guerre en Syrie. Le cas Lafarge démontre à suffisance comment les multinationales qui mènent leurs activités en zone de conflit, peuvent directement alimenter des conflits armés, et contribuer à de graves violations de droits de l'homme. Une situation qui suscite l'interrogation ci-après, l'Afrique est-elle en danger face à l'invasion des multinationales françaises? Suivons maintenant la réponse à cette interrogation par les analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Syrie, quand Lafarge finançait Daesh, l'Afrique est-elle en danger face à l'invasion des multinationales françaises? Soupçonnés d'avoir financé Daesh en Syrie, les ciments Lafarge ont été rayés de la carte, avalés par le Suisse Holcim, avec qui ils avaient fusionné. La fusion en 2015 des deux géants mondiaux de la construction, le français Lafarge, né en 1883, et le Suisse Holcim, fondé en 1912, risque d'être longtemps enseigné aux étudiants en économie. À l'origine, il s'agit d'un mariage entre égaux. Le nouveau champion est baptisé Lafarge Holcim. Mais 6 ans plus tard, le 8 juillet, on va le dire comme ça, 2021, il y a donc quelques mois, le Suisse a tout simplement fait disparaître Lafarge pour redevenir Holcim. Avec un nouveau siège dans le canton de Zoug, connu pour sa fiscalité avantageuse. Un changement de nom approuvé à 99,66% par les actionnaires lors d'une assemblée générale quelques semaines plus tôt. La France a ainsi perdu en catimini l'un de ses fleurons qui réalisait en 2015, juste avant la fusion, 12,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui. Vous avez bien entendu 12,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et employait 63 000 personnes, oui, dans 61 pays. Certes, dès le début du mariage, les coups bas entre cousins n'ont pas manqué. Les Suisses alémaniques obtiennent rapidement la peau de Bruno Lafont, président et directeur général de Lafarge, qu'ils surnomment, mesdames, messieurs, retenez-vous bien, Napoléon. Il quitte Lafarge Holcim en avril 2017. Mais la vraie raison de la mise à mort de Lafarge tient essentiellement dans son implication en Syrie pendant la guerre. Le cimentier tricolore, qui avait acheté et modernisé une usine à Djalabia dans le nord du pays, est accusé d'avoir versé 15,3 millions de dollars, soit 13 millions d'euros, à des organisations terroristes et notamment à Daesh pour pouvoir poursuivre ses activités commerciales malgré le conflit. Et si on regardait justement vers l'Afrique, que font les multinationales occidentales sur le continent africain? Que font les multinationales occidentales sur le triangle national camerounais? Oui, si on partait regarder et surtout à fouiller les tiroirs, vous verrez bien des choses très scandaleuses. Les raisons de cette complicité, eh bien, on vous les donne. Lafarge a beaucoup investi dans sa filiale Lafarge Cement Syria. C'est la plus importante de la région qui peut produire 3 millions de tonnes par an. Manque de chance, elle est située à moins de 100 km à Raqqa, alors capitale de l'organisation État islamique. Pour continuer à livrer son ciment, on nous fait savoir que Lafarge va payer des criminels pendant près de 2 ans, entre 2013 et 2015. À la suite d'une plainte déposée par l'ONG Sherpa, une instruction est ouverte en juin 2017. 8 anciens dirigeants de Lafarge, dont l'ancien PDG Bruno Lafont, sont mis en examen, je cite, pour financement d'entreprises terroristes et mise en danger de la vie d'autrui. Eh bien, pour les Suisses, c'est une occasion en or de marginaliser leurs partenaires. Quand, en juin 2018, c'est Lafarge en tant que personne morale qui est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, les Helvètes peuvent pousser des cris d'horreur. Dorénavant, le nom de Lafarge est devenu radioactif. En novembre 2019, Lafarge obtient un sursis, de courte durée d'ailleurs, quand la Cour d'appel de Paris annule cette mise en examen. Mais le 7 septembre 2001, donc il y a quelques jours seulement, la Cour de cassation invalide la décision de la Cour d'appel. Elle considère que l'on peut être, on va le dire comme ça, complice de crimes contre l'humanité, même si l'on n'a pas l'intention de s'associer à la commission de ces crimes. De toutes les manières, l'ancien leader français de matériaux de construction est définitivement enterré. Le quotidien suisse Le Temps s'est rendu d'ailleurs récemment à Zoug, au siège de Holcim. Dans les couloirs, il n'y a plus de traces de Lafarge. Tous les logos de la sonnette d'entrée au prospectus donnés aux visiteurs
ont disparu et surtout ont été changés pour le nouveau H vert et bleu de Holcim, écrivent d'ailleurs nos confrères du quotidien suisse Le Temps. Il faut rappeler, mesdames, messieurs, qu'au cours de l'année 2013, les conflits s'intensifient et Daesh s'empare du territoire syrien nord. À se demander qui finance même d'ailleurs Daesh, qui finance l'État islamique, qui finance Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui finance les terroristes sur le continent africain. Car, d'après les informations que nous recevons, eh bien, plusieurs multinationales occidentales et françaises financent justement, on va le dire, des affaires très louches sur le continent noir. Les risques pour la vie des salariés se multiplient sur les routes entourant l'usine Lafarge, notamment à cause des checkpoints contrôlés par Daesh. Des arrangements ont été passés entre LCS et plusieurs groupes armés dont Daesh afin de pouvoir maintenir l'activité dans l'usine, notamment grâce à l'obtention de laissez-passer tamponnés par le groupe djihadiste et à l'achat de matières premières nécessitant, on va le dire comme ça, et surtout nécessaires à la production du ciment tel que le pétrole et la pouzzolane dans les zones contrôlées par le groupe terroriste Daesh. En mai 2014, il s'agissait d'un simple papier de l'État islamique, écrit d'ailleurs à main levée avec le tampon du ministère des Finances. Il devrait être renouvelé et tamponné tous les jours, témoigne d'ailleurs un salarié de l'usine, en fonction, on va le dire, au moment des faits. Donc, si vous voulez traverser, on doit tamponner et l'État également est au courant. L'affaire Lafarge est devenue emblématique de la lutte contre l'impunité des multinationales, particulièrement dans des zones de conflit. Elle deviendra certainement un précédent historique. C'est la première fois que les dirigeants d'une entreprise enregistrée au CAC 40 sont mis en examen pour ses activités à l'étranger dans une affaire de financement du terrorisme sur la mise en danger délibérée de leurs employés et le travail incompatible avec la dignité humaine. Eh bien, pour étiquette, mesdames, messieurs, on les a cotés, on va le dire comme ça, on va leur coller l'étiquette de complicité de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, financement de terrorisme, Lafarge et surtout on parle de responsabilisation internationale. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin à nous poser la question, Syrie, quand Lafarge finançait Daesh, l'Afrique est-elle en danger face à l'invasion des multinationales françaises? Je vais me tourner vers vous, Monsieur Kenyé, pour justement vous poser cette question. On le sait pertinemment que sur le continent africain, eh bien, il existe beaucoup, on va le dire, nombre de multinationales françaises et sans oublier occidentales. Et pour bon nombre, justement, de stratèges, d'analystes, ce n'est pas pour nos beaux yeux qui sont là, ils ont d'autres activités en dehors, justement, des activités entreprenantes. Bien sûr, écoutez, ce qui se passe du côté de la Syrie avec le groupe Lafarge, oui, n'est qu'une panacée. Je tiens à vous rappeler que à cette époque-là, nonobstant cette réalité de financement de Daesh par le groupe Lafarge, dans cette région-là se trouvait le renseignement français avec quelques éléments de la force française qui, aux côtés des États-Unis, entre guillemets, était là pour lutter contre le terrorisme. Dites-vous bien que s'il est vrai pour le groupe Lafarge avec la France, il est aussi vrai pour les États-Unis qui réellement, au niveau du nord de la Syrie, se situaient, on parle d'un peu plus de 100 organisations terroristes qui recevaient des financements d'un certain nombre de pays occidentaux. Donc, lorsqu'on voit cette lecture-là, on comprend, il faut justement faire le parallèle avec l'Afrique. Et quand on fait le parallèle avec l'Afrique, je vous prends quelques cas de figure. Je prends le cas de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que voilà un pays qui est pratiquement divisé en deux, où dans sa partie sud, vous avez des multinationales qui continuent à exploiter le coltan là-bas et bien d'autres minéraux. Et l'État central qui est de l'autre côté, ça ne dérange à personne. C'est-à-dire que vous voyez comment, à travers un certain nombre de processus, ces multinationales-là se plaisent à créer des zones ou alors des situations d'instabilité dans nos pays pour justement quoi? Pour justement essayer de dealer avec ces organisations, avec ces milices-là. Il est plus facile pour une structure, pour une multinationale de dealer avec une milice, avec une entité que de dealer avec un État. Parce que l'État a un certain nombre de prérogatives qui leur sont parfois difficiles d'obéir. C'est-à-dire qu'il y a les questions environnementales qu'il faut respecter, il y a la question des droits des riverains qu'il faut respecter, il y a également les questions des taxes qu'il faut les payer. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que chaque fois que certains présents ont voulu mettre sur la table de négociation les problématiques des taxes
justement que ces multinationales versent à nos États. Ils ont été éjectés du pouvoir. Le cas en date avec le président Alpha Condé. Je ne vous parlerai pas même du président Kabila, parce que l'une des raisons pour lesquelles Kabila n'a jamais reçu l'assentiment de la communauté internationale, c'est parce qu'il voulait revoir le prix de certaines matières premières en territoire congolais. Donc, c'est l'une des raisons. Je prenais le cas pour la RDC. Je vous prends le cas même ici au Cameroun. Je vous tiens, je vous informe pas que dans les parties du nord-est et du sud du Cameroun, parce que s'il est vrai pour les multinationales, il est aussi vrai pour les organisations non gouvernementales. Il existe au Cameroun des organisations qui, dans les régions du nord-est et du sud-ouest, qui en réalité sont des régions instables. On a rencontré un certain nombre d'organisations là-bas, je vais les citer ici, telles que Médecins Sans Frontières, qui patrouillaient dans ces régions-là avec des armes à feu, avec des lunettes thermiques, avec des lunettes à vision nocturne. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une ONG comme Médecins Sans Frontières peut faire dans un territoire en guerre avec des AK-47 dans des ambulances, avec des lunettes à vision nocturne? Donc, je tiens à vous rappeler également qu'au Cameroun, même dans ces parties-là qui sont en insécurité, on a eu des rapports comme quoi vous avez des sociétés du nom de Kilimandjaro qui avaient reçu des contrats d'exploration et d'exploitation minière. Parce qu'il est plus facile de dealer avec des entités que de dealer avec les États. Donc, je quitte le cas du Cameroun, je vais encore plus loin. Je vais au Niger, dans la région d'Agadez. Vous vous rendez compte que dans cette région-là, pratiquement, où la société que vous connaissez très bien, Areva, exploite l'uranium du Niger. Maintenant, c'est devenu Orano. Voilà. Vous remarquez bien cette situation d'insécurité qu'il existe dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que justement, je le disais encore, il est plus facile de dealer avec des milices et des entités que de dealer avec des États. Et ces entreprises, ces multinationales sont là pour faire le chiffre. Je sors de là, je m'en vais au Mali. Dites-vous bien que dans le nord du Mali, il y a des territoires qui sont pratiquement administrés par la France. Il faut que les gens le savent. Je dis qu'ils sont administrés par la France, où les FAMA, les forces armées maliennes, n'ont pas le droit d'y mettre pied. Vous verrez là-bas dans ces régions-là, la France ou alors ce qu'on appelait la force Barkhane se permet de faire des patrouilles mixtes avec un certain nombre de mouvements terroristes sous le prétexte de dire qu'ils sont en train de combattre le terrorisme là-bas. Mais en réalité, il est impératif justement pour ces multinationales, parce que dans le nord du Mali, il y a des multinationales qui opèrent et qui exercent là-bas. Pour avoir mis les pieds, je sais comment ça se passe. Mais il faut que les Africains soient plus conscients et comprennent bien quels sont les enjeux. Les enjeux sont ailleurs. Je vous prends un cas très simple. Définition de base école. Le Cameroun, le Niger, le Bénin, le Togo, le Mali, le Tchad. Nous avons des mines d'exploration d'or sur notre sol. Mais allez voir le classement des pays possédant des réserves d'or à l'échelle mondiale. On n'en a pas. Je prends le cas du Mali simplement. Le Mali a 53 usines de production d'or sur son sol, avec une production annuelle de 50 tonnes d'or par an. Le Mali ne fait pas partie des pays ayant une réserve d'or. La France, qui n'a aucune production d'or sur son sol, aucune, comme donne un territoire français qui produit de l'or, aucune. Mais la France, c'est la 4e réserve d'or à l'échelle nationale, avec une réserve de 2346 tonnes. Derrière les pays comme les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. 4e réserve d'or. Bon, dites-moi une question très simple. L'or de la France se sort d'où? Ça sort des pays comme le Mali, ça sort des pays comme le Togo, ça sort des pays comme le Bénin, ça sort des pays comme le Niger. Donc, il est important justement d'entretenir cette situation d'insécurité pour justement garantir un certain nombre de velléités économiques pour ces puissances-là. Je vais encore plus loin. Lorsqu'on analyse, et je reste toujours dans le cas du Mali, lorsqu'on analyse par exemple une situation avec ce qui se passe avec les multinationales françaises au Mali et justement l'armée française qui vient en couverture, parce que c'est de ça, je vous disais sur ce plateau aujourd'hui que derrière le dollar se cache la toute-puissance de l'armée américaine. Le dollar a cette force à l'échelle internationale, le dollar existe parce que l'armée américaine justement peut, à travers son déploiement sur le plan international, garantir cette convertibilité, cette force de la monnaie. C'est justement également le rôle justement des armées françaises sur le sol étranger pour garantir, pour pérenniser justement ces entreprises-là qui font l'économie de la France. Grâce à ça justement que les Français peuvent rester à la maison et avoir des allocations familiales. C'est de ça dont il est question. Donc je reviens sur ce cas-là pour dire quoi? Je vous prends le cas simple de ces multinationales qui sont dans le nord du Mali, qui travaillent très aisément. Je dis parce que j'ai eu à mettre les pieds de ce côté-là et j'ai vu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème. Pourtant, on vous dit que le nord est incontrôlable. Il y a des mouvements terroristes qui pilulent la région. Mais ces multinationales-là travaillent, n'ont pas de problème. Et la force Barkhane est là justement pour les encadrer, pour les protéger, pour deux raisons. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un chef d'état-major de l'armée française qui est parti à Mondovision dit que la France fait tout au Mali, sauf combattre le terrorisme. Il a été remplacé par Emmanuel Macron.
l'ancien chef d'état-major des armées françaises, allez lire son interview. Il dit clairement que la France n'est pas au Mali pour combattre le terrorisme. Et après avoir fait cette sortie, le président Emmanuel Macron l'a remplacé. Et ce monsieur avait pleinement raison. Parce que, quand vous analysez ce qui se passe de ce côté-là, vous comprenez que tout ce qu'il y a eu comme initiative pour ramener la paix et la sécurité dans la région nord du Mali, parce que quand on parle du nord du Mali, on parle également de la bande sahélo-sahélienne, n'ont été que de la distraction. Et je vais vous dire deux cas. Premièrement, selon Vice News, un média américain, en 2006, le nombre total de commandos américains répartis à travers le monde était de 1% en Afrique, en 2006. En 2010, ce nombre est monté à 3%. En 2010, ce nombre a bondi à 17%. Le 27 octobre, non, je crois que c'est le 23 octobre, il y a une sortie du général Dunford, commandant en chef des armées américaines, qui faisait savoir que il est possible pour l'armée américaine de densifier ou d'accroître ses effectifs en Afrique parce que l'Afrique devait devenir le niveau terroir du terrorisme international avec l'arrivée possiblement de Daesh sur le sol africain, ce qui est une réalité. Aujourd'hui, nous avons Daesh dans la bande sahélo-sahélienne, ce qui n'existait pas avant. Et curieusement, pour répondre à ça, vous avez l'ambassadrice américaine aux Nations Unies de l'époque, elle s'appelle Nikki Haley, qui a fait une sortie, je crois que c'était le 27 octobre 2019. Elle est allée au perchoir de l'Assemblée générale des Nations Unies, refuser de voter la résolution du chapitre 7 des Nations Unies qui justement devait faire passer la force conjointe G5 Sahel sur le commandement onusien, c'est-à-dire avec un droit de regard de la communauté internationale. Elle a dit non, et voilà le discours qu'elle tient. Elle dit nous comptons sur les États membres du G5 Sahel pour pouvoir s'autonomiser d'ici 3 à 6 ans avec l'aide bien sûr des États-Unis. C'est-à-dire que, en réalité, à travers ce refus, les États-Unis voulaient s'octroyer la toute main militaire sur le commandement de cette force dans la bande sahélo-sahélienne. Parce que, d'après les analystes, il faut comprendre, ce n'est pas ici qu'on va venir dire toute la richesse qu'il y a de ce côté-là. Mais bien plus encore même, dans même la formulation, dans l'initiation même de la force conjointe G5 Sahel. C'est-à-dire que voilà une force qui justement a été mise sur pied pour combattre le terrorisme, dont l'initiation a été faite par la France. Premièrement, ça c'est une première stratégie, c'est-à-dire que l'ennemi ou alors votre voisin ne peut pas venir penser la sécurité à votre place. La deuxième chose, c'est que vous avez vu tout le schéma qu'il y a eu, on a convoqué nos chefs d'État au niveau de, on appelait ça quoi, le siège de l'Union européenne, pour justement aller mendier un certain nombre de dons. Mendier la paix. Exactement. C'était des dons, puisqu'on a fait en soi 5 chefs d'État africains qui étaient là comme des enfants de la maternelle. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite disait, ok, je vais vous donner 10 millions d'euros. La France dit, on va apporter 15 millions d'euros. Merci. Le sommet des donateurs, on a appelé ça le sommet des donateurs de l'Union européenne pour justement financer la force conjointe. C'est-à-dire qu'on a infantilisé des chefs d'État. Et aujourd'hui, nombreux de ces pays n'ont pas tenu promesse parce que dans la mise sur pied de cette force conjointe, G5 Sahel, ils n'ont pas pensé la pérennisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre sur pied quelque chose sans avoir les financements de pouvoir l'opérationnaliser. Ça, c'est un. Et il faut également comprendre que même dans la pratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avec 5000 hommes, nonobstant les moyens techniques, par exemple, que Barkhane a, que la force conjointe même n'a pas, pouvoir contrôler une zone comme la bande sahélo-sahélienne. On vous dit que de l'est en l'ouest, c'est pratiquement 5000 km. Et l'espace géographique, c'est sensiblement 30% de l'espace du continent africain. Et vous pensez qu'avec 5000 hommes, vous pouvez réellement contrôler cette région-là. La dernière erreur, justement, c'est que dans la mise sur pied de cette force, et la France, je parle bien de la France qui l'ont fait expressément, ils ont mis de côté l'Algérie. Or, s'il faut s'en tenir à certains dits du patron du renseignement marocain, le sud-est de l'Algérie serait le fief par excellence d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas combattre l'État islamique ou alors le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne sans intégrer l'Algérie. Sinon, vous leur donnez justement un point de repli. À chaque fois que vous les attaquerez, ils vont revenir. Donc, ils ont tellement multiplié ce genre d'erreurs stratégiques qui ne font que concourir à ce que j'aime son habitude d'appeler, c'est de la distraction. Donc aujourd'hui, le plus important c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que ces entreprises qui sont sur le sol camerounais, qui sont sur le sol tchadien, sur le sol togolais, sur le sol malien, ne sont pas là pour défendre les intérêts de nos peuples. Ils sont là pour garantir l'hégémonie française. Et la force française, ce qu'on appelait la force Barkhane, est justement là pour les aider. Je finis par ça pour dire que quand on prend le cas du Mali,
aux Africains qui nous suivent pour comprendre que ce qui se passe de ce côté-là ne va jamais s'arrêter tant que les multinationales françaises, tant que l'armée française sera présente. La guerre de demain sera la guerre de l'eau. Parce que le sous-sol français, le sous-sol européen aujourd'hui est pollué. C'est-à-dire que la France, c'est le pays, il y a de plus de centrales nucléaires. C'est-à-dire que tout ce que vous avez comme énergie là-bas, ce sont le nucléaire. Et on connaît les impacts du nucléaire sur l'environnement, sur le sol. Aujourd'hui, la guerre de demain sera la guerre de l'eau. Et un pays comme le Mali, qui aujourd'hui a pratiquement la plus grande nappe phréatique au monde, capable d'alimenter le monde sur pratiquement 2 siècles. D'ailleurs, c'est le cas également de la Guinée-Conakry. Mais c'est de cette dame-là se servait le président libyen Muammar Kadhafi pour donner l'eau à son peuple. Indépendamment de cette chose-là, vous devez comprendre que dans le nord du Mali, à pratiquement 300 km avec la frontière de l'Algérie, vous avez ce qu'on appelle de ce côté-là les mines d'Arlit. Et dans les mines d'Arlit, et je chute avec ça, le peuple français, et là je cite un analyste français qui disait « La France ne quittera jamais le Mali, quoi qu'il se passe ». Pourquoi? Parce qu'au même instant, elle va dire au gouvernement de Bamako que nous sommes ici là pour combattre le terrorisme. Au même instant, elle va entretenir ce qui se passe là-bas et elle va dire aux terroristes qui sont là-bas que nous sommes ici également parce que, ou alors, nous essayons de vous entretenir pour que demain, s'ils adviennent que vous arrivez à vous affranchir du gouvernement de Bamako, vous sachiez que nous avons participé à ce que vous soyez ainsi. Parce qu'au niveau des mines d'Arlit, il y a pratiquement de grands gisements de minerais d'uranium et ce qui est en train de se faire du côté du Niger est en train de tarir. Donc, en réalité, voilà là où demain la France ira pour puiser ses réserves en uranium. Donc, il faut comprendre que nous sommes dans un schéma très bien calculé et c'est à nous de savoir comment s'en sortir. Parlons justement de l'Algérie. Il faut préciser que le président congolais Denis Sassou Nguesso a rencontré justement les autorités algériennes, parlant justement de la bande sahélo-sahélienne. Il faut préciser pour trouver des solutions. On a d'ailleurs parlé de la solution qui vient du Congo. Henri Diabaté Madem, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Steve, je suis particulièrement heureux d'être là. Je voudrais saluer les copanélistes, ça fait une immense émotion, je les vois. Anatole là ici, ça faisait une éternité. Le docteur, ça fait quand même. J'étais bien content, je l'ai revu à la télé dans le cours d'une émission. J'étais à Yaoundé, j'étais bien content, je le revois. Je disais, il est toujours là. Et vous nous avez appelé pour nous dire justement que vous regardiez et que vous avez adoré l'émission. Voilà, c'était une super émission. Et Charlie Kenyé qui est là également. Ouais, ça fait brillant analyste. Bon. C'est un plateau extraordinaire ce matin. Plateau extraordinaire comme d'habitude, hein. Je vous prends à chaud, hein. Henri Diabaté Mandem, puisque vous venez d'arriver. D'après les infos que nous avons, les multinationales sur le continent africain entretiennent, financent et ne sont jamais attaquées. En tout cas, leurs bases ne sont jamais attaquées sur le continent africain. Comment comprendre justement ce fait? Mais il ne faut pas rêver. Vous savez, c'est ça, en fait, le principe de la multinationale. Il faut comprendre que depuis que les multinationales existent, la première, Singer, qui est une multinationale américaine, vous avez à Douala le Carrefour, les gens du Carrefour 5G, en fait c'est le Carrefour Singer, c'était la première multinationale, et les Américains, en s'installant les États-Unis, on va le dire comme ça, voilà, en s'installant dans le continent latino-américain, et Singer a bénéficié de l'appui de l'armée américaine, c'est-à-dire que c'était une sorte de, comment vous dire ça, l'armée américaine était en avant de tout ce que Singer faisait, c'est elle qui déblayait la route et Singer venait s'installer, donc cherchait les marchés, déblayait la route, cherchait les marchés et tout, et Singer venait s'installer et c'est l'armée américaine qui pérennisait l'action de Singer sur le terrain, ce qui fait que tous les pays d'Amérique latine étaient sous la des grandes compagnies de pétrole, de bananes. Vous trouvez une compagnie qui contrôle une compagnie de bananes qui contrôle tout un pays. Il y a des faits les chefs d'État qui ne sont pas en accord avec lui, qui n'essayent pas à tous ses intérêts. Vous trouvez des compagnies pétrolières. Donc, il a fallu que des dirigeants au leadership fort comme Chavez, arrivent, comme Morales arrive pour que des changements soient faits. C'est-à-dire que les gars qui disent que non, comme Fidel Castro, qui disent que non, on ne veut pas ça, que les changements ont été faits. Et c'est ça le véritable problème de l'Afrique. L'Afrique a un problème de leadership. Face à ces multinationales, on se dit, on rentre dans une économie globalisée, on nous dit, oh, la multinationale va amener de l'argent, elle va amener de l'expertise. Or, elle n'amène jamais rien. La multinationale ne fait pas de la philanthropie. La multinationale vient chercher de l'argent par tous les moyens. Et la multinationale en Afrique, singulièrement, elle a la prétention de s'occuper de la politique.
cas de Bolloré. Ça, ne rêvons pas. C'est-à-dire que la multinationale a fait de l'entrisme dans la société étatique, va dans l'État, attrape les ministres, maîtrise les ministres par tous les moyens, bref, les principaux dirigeants de l'État. On a vu au Kenya où Lafarge. Le groupe Lafarge, justement. Oui, lorsque la réélection du président Mwai Kibaki avait été contestée, le groupe Lafarge a pris fait et cause pour Mwai Kibaki en donnant l'argent à gauche et à droite, en finançant pratiquement toute la répression, toute la campagne de répression. C'était véritablement l'occasion ou jamais pour les Africains de se réveiller et lui de dire à Lafarge de partir du continent. Mais les Africains ont une sorte de faiblesse. On manque de leadership. Ça, il faut l'avouer. Tant qu'on n'aura pas le leadership nécessaire, le leadership véritable, c'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai suivi sa brillante analyse. Dans le Sahel, lui, il s'est réduit dans le Sahel. On ne peut pas sécuriser le Sahel si nous-mêmes, nous n'avons pas une force militaire. Si on n'a pas des éléments coercitifs, tout ce qu'ils vont nous dire, ils vont vous dire au Mali, il faut faire une élection. Il faut faire des élections. C'est comme si un gouvernement civil est capable de libérer le Mali. Or, moi, j'ai jamais vu une élection dans un pays occupé. Un pays qui est occupé aux 2/3 par une armée étrangère n'a pas le droit d'être là. Et tout le monde sait quelle est la nature de cette armée étrangère. Peut-être qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais tout le monde sait quelle est la nature de cette armée étrangère. Tout le monde sait que c'est la France. N'ayons pas peur de le dire, c'est la France. L'ambassadeur Christian Rouillet, qui était en poste à Bamako depuis 2011, lorsque la France a libéré Kona, Hollande est venu, on les embrassades, c'était le 330e prophète. Ouais, on disait, oh, mais il est extraordinaire et tout. Les Français arrivent à Kidal, tout le monde s'attend à ceux qui chassent. Tous ceux qui n'ont rien à voir à Kidal, ils disent aux forces armées maliennes, vous n'entrez pas ici, attendez-les. Et ils légitiment qui? Iyad Ali et le MNLA. Le MNLA, c'est quoi le MNLA? Le MNLA, c'est une création touareg. C'est un problème touareg. Donc, les Français avalisent. Et ça, j'ai vu des gars qui font sciences. C'est là où j'ai dit que nos gens ne vont pas à l'école. Nos gens qui prétendent faire sciences politiques, là, aucun ne va à l'école. Les gars vont à la quête des diplômes. Vous allez voir, les gars, quand les Maliens, en fait, la crise malienne, c'était quoi? C'est-à-dire, voilà une caste de nobles. Les Iforas, dont le chef charismatique c'est Iyad Ali, et les Inan, qui ont toujours dominé le désert, mais que l'indépendance a mis en minorité. Vous savez, l'indépendance est venue avec le problème de la démocratie, le multipartisme. Et le multipartisme, c'est l'escroquerie de une voix, un homme. Or, quand vous êtes en situation, vous êtes minoritaire, c'est clair que vous n'avez rien. Donc les Imgad ont pris, qui sont considérés comme des sous-Touaregs, ont pris le dessus sur les autres, qui les ont dominés de façon séculaire. Alors, ils ont tresté tous les postes. Alors, la revanche pour les Iforas et les Idnan, c'était tout simple, c'est le syndicalisme des armes. Et allié aux djihadistes algériens, il faut comprendre que l'armée algérienne a fait un deal avec les djihadistes algériens. On leur a dit, vous allez là-bas à la lisière avec le Mali, ne venez plus à Alger, c'est fini. Il n'y a plus de terrorisme à Alger. Donc, les gars ils sont repliés dans le sud. On garde un œil, mais on vous laisse faire vos petits trafics de cigarettes, dont on n'est pas là. On garde un œil tout simplement. Les djihadistes sont venus et tous les soldats, tous les coupes jarrets venus de la déflagration libyenne, dont les Mohamed Belmokhtar, tous les brigands là, sont arrivés. Ils ont fait alliance et se sont dit, voilà, cette zone est riche, voici le meilleur moment pour s'emparer des ressources d'ici. Et c'était sous le label de la France. C'est la France qui entretenait, finançait, instrumentalisait et tout. Ils ont créé ce qu'on appelle le MNL, le mouvement national de libération de l'Azawad, qui a été créé, si vous allez voir, l'Azawad, le MLN a été créé en fin 2013. Exactement. Quand, au moment où la France fait refluer les djihadistes jusqu'à Kidal.
C'est là où le MLNA est créé. Les Imnad, eux, ils créent le Gatia qui est inféodé à Bamako. Ils veulent rester dans l'État unitaire parce qu'ils n'ont rien à perdre s'ils sont dans l'État unitaire. Or, l'ambassadeur Christian Rouillet est clair. Je dis qu'en Mondovision, clair, il a dit devant, il s'est insurgé contre le fait de la politique française de privilégier le MNLA. Il dit non, vous n'allez pas faire nommer ces gars dans un gouvernement à Bamako sous prétexte de la transition. Non, ce sont des bandits. Mais au Quai d'Orsay traînait un vendu qui s'appelle Fabius. Et Fabius est allé chercher, le remplace par qui? Par un sarkozyste pur et dur, Jules Berson, qui était le responsable du Sahel, Maïli Sahel au Quai d'Orsay. Et Jules Berson va véritablement appliquer la politique de la France. C'est à ce moment qu'on a compris que la France a signé son coup au Mali. Donc, toute la distraction, tout le cinéma, la précipitation de Macron qui s'agite, qui tourne, il crie, il est rude, le G5 Sahel, Barkhane. Et comble de moquerie, l'opération Barkhane, le nom de baptême de l'opération qui doit sécuriser, s'appelle Barkhane. Et tout le monde sait que Barkhane, c'est quoi? Justement. Barkhane, c'est du vent, c'est ce vent qu'on appelait, c'est-à-dire qu'on nommait, qui aidait les bandits à cacher le butin. Dans les dunes de sable. Dans les dunes de sable. Oui, il faut bien préciser. C'est ça, Barkhane. Et c'est curieux. Les Africains sont d'une pusillanimité, une naïveté, une inconséquence, une inconsistance idéologique, intellectuelle qui est incroyable. Les Africains regardent. Ils regardent. Tout le temps, ils vous disent non, il faut l'argent. Il faut l'argent. Il faut l'argent pour le G5 Sahel. Même si on met 1000 milliards de dollars pour le G5 Sahel, ça ne peut pas libérer. Merci. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? Être courageux. Avoir du leadership. Se dire, les gars, n'est-ce pas que pour sécuriser Gaza et Cisjordanie, Israël a conçu un mur. On a conçu un mur électrifié. Au désert, il n'y a pas 4 routes. Hein. Ce sont des routes séculaires. Il y a une seule route. Quand vous êtes au Niger pour aller en Libye, la route que tous les migrants prennent, par laquelle ils passent, par la passe de Salvador. C'est cette route-là, elle est séculaire. C'est là où on fait tous les commerces de drogue, de cigarettes, tous les commerces. C'est une vieille route caravanière qui date de 2000 ans. C'est là où les Français ont installé le fort de Madama. Dernièrement, ils ont dit qu'ils s'en vont du fort de Madama. Alors, ça leur coûte très cher. Et ensuite, ils sont fatigués. Ils veulent réduire la voilure et créer une sorte de... se concentrer sur un certain nombre de positions. Les Nigériens ont dit, ok, papa, comme vous partez, il n'y a pas de problème. Ils sont allés chercher les Turcs. Mais je t'assure que depuis que les Turcs sont rentrés dans le marigot nigérien, les Turcs ont dit qu'ils veulent prendre le fort de Madama, les Français reviennent en courant. Parce que quand tu es au fort de Madama, tu as la Libye en face. C'est-à-dire que tu es à 50 km de la frontière. Et en face, tu vois tous les djihadistes qui passent. Donc les gens de Agmi, je dis qu'il n'y a pas deux routes dans le désert. Donc les gens de Agmi, tu les vois passer. Tu vois tous les contrebandiers qui font dans les cigarettes, dans les drogues, et tout ça, dans les armes. Mon frère, c'est un immense souk, tu les vois passer. Donc, ils ne peuvent plus. C'est toi qui les contrôles maintenant. Et c'est le meilleur moyen pour les Maliens, pour les Nigériens, de contrôler les flux entre le Niger et la Libye. Ça leur permettrait de mettre d'abord fin aux migrants, à la route des migrants, leur dire aux migrants que non, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Tous les contrebandiers, là, vous allez où? Mais les Français, si vous allez remarquer, ils nous ont dit qu'il y a 1000 djihadistes qui veulent quitter la Libye pour rentrer chez eux. Et c'est à ce moment que eux, ils partent du fort de Madama. Donc les gars vont venir s'installer, renforcer les troupes au désert, et on ne va pas respirer. Donc, fondamentalement, depuis que les Turcs arrivent, les Français ont des crises du ticaire. Mais maintenant, les Africains, au lieu que l'Afrique, maintenant, on nous dit, le président Sassou Nguesso, je veux bien, on dit qu'il a changé. Je ne sais, le chien ne lui change pas la manière de s'asseoir. On dit qu'il a changé, qu'il est devenu panafricain. Je le vois s'agiter beaucoup. Mais... Il était encore hier en Algérie. Il a reçu justement les autorités algériennes pour parler justement du Sahel. Oui, mais vous avez vu et ils sont oubliés de la Libye, parce que vous savez quand même qu'ils portent le dossier. Il a eu le mérite de le dire. On dit qu'on va... la conférence de réconciliation de tous les Maliens, l'accord d'Alger, on le signe à Alger,
ce qui est curieux, c'est que dans son application, on n'implique pas les Algériens. Tout à fait. Oh, une partie des djihadistes... C'est en Algérie. C'est en Algérie. Ils sont les binationaux. Merci. Et l'Algérie, dans sa constitution, dit que son armée ne saurait être déployée en dehors de son territoire. Ça veut dire qu'il faut une réelle diplomatie pour demander à l'Algérie d'intégrer ça. Oh, l'Algérie n'a plus le leadership révolutionnaire qui était le sien dans les années 60, où l'Algérie c'était la Mecque des révolutionnaires africains. Aujourd'hui, l'Algérie a ses propres démons qu'elle veut exorciser. Aujourd'hui, des pays comme le Mali, le Niger, ce ne sont pas des élections qui peuvent... Tout à fait. Il faut changer complètement la situation politique. C'est-à-dire du Cameroun dans cet arc de cercle qui part de la Centrafrique, de Djibouti à Dakar. Il faut changer complètement les institutions. Que les Africains s'asseyent, qui sortent du cadre d'État-nation pour créer de véritables entités. Parce que si les autres, l'Union européenne a commencé par... le syndicat de l'acier et du charbon, nous, on doit commencer par le syndicat militaire. Vous comprenez? On doit commencer par le syndicat militaire, avoir une armée. Parce que à quoi ça sert d'avoir les autoroutes, les tramways, l'eau à profusion, les écoles, les usines, si tu es incapable de te protéger? Merci. Et la multinationale ne peut prospérer que dans un cadre insécuritaire. Parce que si il en va de ton insécurité pour leur sécurité, mais ils sont à l'aise. Donc c'est ça véritablement le problème. Est-ce qu'on est capable de garantir la sécurité en Afrique? On n'est pas capable de garantir la sécurité parce que on sera toujours à la merci, de l'étranger. Et un pays comme la France a de façon séculaire son idée. Vous savez, cette idée d'occupation de l'Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de 1850. Le chef du parti colonial en France s'appelait Eugène Etienne. C'est lui qui monte à la Commune. Il dit que si on va en Algérie, on est allé en Algérie, c'est parce que on veut faire de l'Algérie un département français. Mais derrière l'Algérie, dans l'Interland, on veut faire de cette zone notre marché de consommation de prédilection. Tiré, vous savez que la France est sortie essorée des guerres napoléoniennes, est sortie essorée, est en pleine récession économique, elle est à la traîne de la révolution industrielle. Alors elle s'est dit, pour avoir les matières premières qui vont doper nos industries, pour avoir le marché de consommation dans lequel on va vendre nos produits, il faut avoir dans l'interland de l'Algérie contrôler tous ces territoires. Elle envoie ses meilleurs officiers fédères, Lyoté et Gouraud, aller nous conquérir ces terres. Des gens comme Samori le Malinké retardent l'occupation française, mais les Français disent que comment? Il faut occuper ça. Parce que leur problème c'est quoi? Ils ont un problème économique. Et devant, ils envoient, dès qu'ils ont senti que les Africains devenaient plus intelligents, ils envoient maintenant les multinationales. Et ces multinationales sont les chevaux de Troie de cette occupation militaire de la France. Donc, n'écoutez pas les balivernes du président Macron lorsqu'il vient. Il vous dit devant Amando Vision que non, nous on va faire ceci, la France doit aider. Comme on ne nous aide pas, le lion ne peut pas aider une antilope à vivre. Merci à vous. C'est impossible. Merci Henri Diabaté Madé. Merci à vous d'être là ce matin. Très belle analyse. D'ailleurs, je vais me tourner vers vous, docteur Béni Christ Kiézé. Sur le continent africain, on a besoin de sécurité et de stabilité. Vous qui venez justement de la République démocratique du Congo, eh bien là-bas, on crée le désordre pour, comme le disait d'ailleurs Henri Diabaté Mandin, pour pouvoir, on va le dire comme ça, s'enrichir davantage. Donc finalement, les pays dans lesquels il y a de nombreuses multinationales, c'est le cas par exemple de la République démocratique du Congo, c'est des centaines de multinationales, il y a toujours insécurité et surtout instabilité. Bien, merci beaucoup Steve pour cette grande question et merci surtout pour les brillantes analyses de mes prédécesseurs. Je suis resté en train d'écouter religieusement Henri Diabaté Mandeng et Kenyé. Tu vas me faire bouger. C'est la vérité. Et même les téléspectateurs s'en sont rendus compte. La messe est en train de se dérouler. Vraiment, c'est une grande question. Faire le lien entre multinationales, insécurité, ça a une grande place dans l'histoire de l'Afrique. Les visages actuels de l'Afrique dépendent exactement de cette relation incestueuse entre le multinational d'une part et les groupes terroristes d'autre part. Donc au milieu se trouvent des États impuissants qui sont les nôtres en Afrique. Je vais vous prendre un cas de figure. Chez nous en RDC,
Quand vous parlez des multinationales, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Qui mènent la danse. Allez-y en RDC. À l'époque coloniale existait l'association minière du Haut-Katanga. C'est elle qui va gâter tout le Congo. C'est elle qui va gâter tout le Congo. Ça existait avant même que nous soyons décrétés indépendants. Et cette société défait le roi. Joue tous les rôles néfastes que nous connaissons. Ils ont participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Exactement. C'est elle qui va gâter le Congo. Exactement. Donc, la relation entre le multinational et l'insécurité date d'avant l'indépendance. C'est un mal très profond auquel l'Afrique doit faire face de manière rigoureuse, comme le disait encore Henri Diabaté Mandeng, c'est-à-dire une stratégie militaire au point pour pouvoir affronter l'insécurité. Ce ne sont pas les civils, ce n'est pas la politique, ce n'est pas les bavardages politiques qui va résoudre un problème où les sangs coulent chaque jour. En RDC, les sangs coulent depuis combien d'années? Nous avons connu 3 génocides en RDC. Souvenez-vous-en. 3 génocides en RDC. On n'en parle pas. Parce que ce pays est tellement riche et stratégique pour les relèvements de l'Afrique qu'il faut carrément l'ignorer. On a explosé. Précisons que c'est là où il y a la plus forte concentration humaine de l'ONU, des militaires de l'ONU. Et cela depuis 1996. Le plus gros contingent des Nations Unies au monde, avec plus de 20 000 casques bleus. En RDC. C'est en RDC. Et souvenons-nous de ce que Barack Obama avait dit, un petit sénateur, un jeune sénateur de l'Illinois. Je ne vous coupe pas la parole. Hein. Non, allez-y, allez-y. Et Barack Obama dit en 1996 qu'il fait voter une loi, un jeune sénateur noir qui arrive, il fait voter une loi selon laquelle si la RDC est occupée par une armée étrangère, l'armée des États-Unis doit intervenir. Oui. Ipso facto. Oui. Le Congo, la RDC est occupée depuis 1996 par de multiples armées. Mais je n'ai pas vu les États-Unis avec la même rage. Pas du tout. Allez savoir justement pourquoi. Continuons avec vous, docteur Béni. Et plus grave encore, récemment, il y a une entreprise anglaise qui est littéralement en train de détruire les parcs de Virunga pour exploiter les pétroles. Le pétrole, tout à fait. On ne parle pas de la RDC comme un pays pétrolier, mais la RDC contient des réserves en pétrole inestimables. Inestimables, c'est vrai. Et les combles, c'est que la plupart de ces pétroles sont concentrés dans des sites stratégiques. Par exemple, les Virunga, les parcs de Virunga, c'est quand même un patrimoine de l'humanité. Le lac Albert. Le lac Albert, par exemple, le plus poissonné. Il y a les gaz, il y a tout dans ces lacs. Mais mon frère, cette multinationale anglaise, je vais taire le nom pour le moment, exploite ces pétroles au détriment d'un parc naturel qui regorge assez d'espèces animalières en voie de disparition, et ça n'a dérangé personne. Ça a conduit à la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila, cette affaire-là. Ça a permis à Joseph Kabila de rester pendant 18 ans au pouvoir, cette affaire-là. Et pour une passation pseudo-démocratique entre Joseph Kabila et Tshisekedi, vous voyez ce qui se passe. Pendant ce temps, la RDC n'est pas sécurisée. Il y a d'énormes quantités, laissons-moi parler en termes de quantité, parce que c'est tellement exécrable, des populations congolaises qui vivent dans la brousse. 100 villages décimés, qui fuient, des femmes violées, qu'on ne peut pas parler, qui sont dans une situation de l'enfer sur la terre, dans un pays aussi paradisiaque comme la RDC. Mais j'aimerais quand même vraiment répondre à votre question de manière sémantique et systémique. Revenons au début. D'où part la vision de créer les déséquilibres planétaires? C'est là où il y a le nœud du problème. C'est là part de 1554, les États généraux du Vatican. On invite les pays européens en proie à la souffrance, à la misère. L'Europe était misérable. Chez nous, quand les Occidentaux sont arrivés, chez nous, par exemple, dans mon village, on les appelait Mondele Mputu. Dans mon patron, ça veut dire que l'homme blanc pauvre qui vient quémander. C'est comme ça que nos ancêtres recevaient le blanc. C'est des pauvres qui viennent avec la pacotille pour demander le pain, le maïs, les ceci, parce qu'ils n'en avaient pas chez eux. Et beaucoup d'historiens ont essayé d'éterniser cette image-là, d'enlever parce que ça jette un discrédit à la soi-disant civilisation européenne. C'était des pauvres pays, il y avait la barbarie, les Vikings, tous ces groupes que vous connaissez, et c'était vraiment la sauvagerie. Et donc, à un moment donné, le Vatican décide de convoquer tous ces princes incontrôlables qui se battaient entre eux. L'Europe était un territoire qu'on ne pouvait pas maîtriser, il n'y avait pas la sécurité. Et c'est ces modèles-là qu'ils exportent à travers le monde pour pouvoir construire les pseudo-croissance, les pseudo-stabilité.
Ils ont décidé d'aller envahir le monde. C'est ainsi, la cible, c'était l'Afrique. La civilisation égyptienne est à côté. Il faut chasser ces Noirs et enlever cet héritage-là aux Noirs et les conférer à un autre peuple qui n'est pas issu de cette culture solaire. En l'occurrence, le peuple arabe. Puisqu'on parle là-bas des Égyptiens d'aujourd'hui, sont des cultures lunaires, alors que l'Égypte, c'est le fruit de la civilisation solaire. Donc, les Noirs, les basanés, les brûleux par le soleil. Mais voyez ce qu'ils ont fait. Ça, c'est le Vatican. C'est le Vatican qui... Je sais qu'après, on va peut-être supprimer, mais il faut qu'on dise des vérités. C'est le Vatican qui est à la base de cette convocation qui, aujourd'hui, là, amène l'instabilité dans le monde entier. Première chose, il faut envahir les Noirs, les soumettre à nos cultures. C'est cela la barbarie. C'est écrit littéralement dans les chartes d'invasion de peuples. Léopold II d'ailleurs en a fait un discours, pas comme les autres. Le commerce des esclaves a commencé par qui? Avec le pape Pie IX. C'est lui qui est le premier à légaliser le commerce des esclaves. Allons-y avec Dr Bénétrice qui termine. Quand tu prends cette vision-là, meurtrière de l'humanité, ils disent il faut envahir des pays stratégiques où nous pouvons nous ravitailler, envie de construire chez nous. Mais il faut qu'on ait des pactes entre nous, de non-agression. On ne doit pas nous agresser, on agresse les autres pour que nous puissions nous construire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, à un moment donné, quand les indépendances arrivent, etc., ils se sont rendus compte que le nationalisme, le panafricanisme était un danger contre les visées. C'est toujours un danger aujourd'hui, hein, docteur Bénétrice. C'est un danger, d'ailleurs, la preuve, nous sommes là. Ils le disent d'ailleurs tous les jours et dans leur rapport, c'est la première chose d'ailleurs qu'ils notent. Allons-y. Voilà. Il faut donc supprimer tous ces élans nationalistes, panafricanistes pour que nous puissions continuer à étendre les tentacules de notre domination sur la terre. Mais ils se sont rendus compte d'une chose. Un, nous avons créé des États dépendants qui dépendent totalement de nous, mais nous ne voulons pas entretenir ce genre d'États directement. Indirectement, nous allons nous superposer entre ces États faibles et nous par les multinationales. Et souvenez-vous donc, j'ai parlé de l'UMK ici, l'Union minière du Haut-Katanga, qui a fait ce qu'il a fait, les sales besoins au Congo, qui a conduit à la mort de Lumumba, qui a conduit aux sécessions katangaises et kassayennes. On a financé un Moïse Tchombe pour détruire les combats de Lumumba et la vision panafricaniste qui était là. Ça, ce sont des l'œuvre de multinationales. Ils l'ont fait avant les indépendances, ils ont continué de le faire jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé récemment, par exemple, avant la mort d'Idriss Déby, avec la compagnie Exxon Mobil. Lorsqu'ils voulaient rétrocéder le pétrole à un autre peuple que l'Occident, vous avez vu ce qu'on a fait avec lui. Soit tu quittes le pouvoir, soit tu rétrocèdes alors ces exploitations pétrolières à nous. Et l'armée est arrivée jusqu'au palais présidentiel pour attraper le président de la République. C'est pour dire que les multinationales sont au-dessus des États et c'est la superposition entre États faibles et États soi-disant puissants par les crimes, la barbarie et les mensonges. Et c'est ça le schéma que nous avons aujourd'hui. C'est ça l'ordre mondial. Et qu'est-ce qui s'est passé? La France a sous-traité. Non, nous allons venir à ton secours, Déby, tu rétrocèdes le pétrole au plus puissant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé. Et Déby est resté au pouvoir parce qu'il a rétrocédé. Cette rétrocession a payé combien aux Africains? Regardez le peuple tchadien. Regardez le peuple congolais. Regardez nos peuples. Ils vivent dans une paupérisation extrême. Parce qu'effectivement, nous avons un problème d'élitisme, comme le disait encore Yabate Mandel. J'ai toujours dit, la libération politique de l'Afrique ne doit dépendre que de la libération systémique. Si on ne se libère pas de ces systèmes-là, qui dominent le monde depuis longtemps, on ne les contourne pas, mais politiquement, nous n'existons pas. Parce que d'abord, nos États ont été décrétés par eux, nos frontières, nos républiques, nos démocraties, et alors tous nos chefs d'État sont financés et fabriqués par ces multinationales-là. Donc les combats à la base, c'est une libération systémique. Et pour se libérer systémiquement, il faut une vision de l'autonomie, comme le disait encore Mandel sur le plan du syndicalisme militaire. Mais il faut plus que ça. Il faut une vision globale de l'Afrique que nous voulons construire et financer des hommes qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour libérer l'Afrique, pour aller au combat. Parce qu'on ne peut pas libérer un peuple par des discours. Mon ami, lorsqu'on vous tue, on amène des... Vous avez l'armée française, je te par là. L'armée américaine, nous avons notre géostratégie ici. Vous savez le nombre d'armements que l'Amérique a déjà ici en Afrique. Le nombre de bases militaires américaines ici en Afrique. Vous pouvez en compter le nombre? Moi, j'ai les chiffres exacts. Si on vous dit, mais vous n'allez pas croire. C'est énorme. Les États-Unis d'Amérique se sont implantés en Afrique avec des bandes armées partout. Parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à écarter
tout ce qui était rivaux pour pouvoir faire même passe aux richesses de l'Afrique. Mais tout ceci date de 2001. Vous savez, après les attentats de 2001 aux États-Unis, en 2002, il y a ce qu'on sort là-bas, on a appelé le rapport Dick Cheney. Dans le rapport Dick Cheney, on se rend compte que l'Amérique, au-delà de la dépendance du pétrole saoudien, il y a également ces réserves-là qui étaient en train de tarir. Il fallait donc trouver de nouvelles sources justement pour approvisionner le sol américain. Et le rapport Dick Cheney faisait solution comme quoi l'Afrique était justement le continent là qui pouvait. C'est pourquoi après, Africom a été créé, on a multiplié les bases, on a multiplié les éléments sur le sol américain, on a créé un discours discordant parce qu'aujourd'hui, la France ou alors l'Amérique ne veut plus faire sous-traiter certaines de ces opérations sur le sol américain par la France. Merci Charlie Kegne. Merci à vous également, docteur Béni Kriskesi. On ne va pas également oublier de dire à nos téléspectateurs qu'il y a également l'île de Diego Garcia qui est née depuis 1974, là où il y a la plus grande base militaire américaine qui contrôle 74 millions de kilomètres carrés. Il faut préciser par ailleurs que c'est la plus grande base militaire au monde. Il faut le dire qu'elle a été créée en 1974, l'île de Diego Garcia, non loin de Madagascar, et sans oublier de l'île Maurice, qui contrôle justement 74 millions de kilomètres carrés. Albert Anatola, ici, l'Afrique est-elle obligée aujourd'hui d'accepter les multinationales sur son sol? Écoutez, Steve Joselongo, c'est difficile de prendre la parole en dernier lorsque vous avez écouté les précédents orateurs. La thématique que vous mettez en débat ce matin, de mon point de vue, nous plonge dans l'univers des activités clandestines des multinationales et des sociétés étrangères sur le continent africain. Parmi ces activités clandestines, vous avez naturellement la corruption, oui. Vous avez les coups d'État, c'est-à-dire les assassinats politiques, vous avez les problèmes de détournement, vous avez des crimes écologiques, vous avez également le pillage, parce que derrière ces multinationales, vous avez les prises de participation des États. Parce que, quand vous voyez seulement tout à l'heure, en Diabaté Mandingue, il parlait des chevaux de Troie, effectivement, ce sont des chevaux de Troie. Chaque raison pour laquelle, quand M. Macron peut se balader sur le continent africain en pèlerinage, il met dans ses valises les patrons des sociétés de multinationales françaises. C'est pour ça qu'également, on peut dégager Alpha Condé du côté de la Guinée-Conakry. C'est pour cela qu'on peut déstabiliser le Mali, parce que ce sont des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Je voudrais prendre des éléments un peu plus récents. Tout à l'heure, je parlais également des problèmes de sécurité. En 2000, la société Lafarge signe avec la fondation, avec l'ONG WWF, un accord de financement d'1,1 million d'euros annuel. WWF qui appartient à George Soros, Albert Anatola ici. Qui appartient justement à George Soros, 1,1 million d'euros. Justement, pour faire quoi? Pour faire des faux rapports relativement à ces activités polluantes et qui, justement, portent atteinte à l'environnement. Et vous savez que WWF est censé mener des activités de protection de l'environnement. La même année, il s'est dit, non, un an plus tard, c'est toujours le groupe Lafarge. Le groupe Lafarge est toujours signé avec certains députés et certains sénateurs américains. Justement, ils donnent des pots de vin. La menace des pots de vin. Le groupe Lafarge donne des pots de vin aux sénateurs américains qui sont écolo-sceptiques. Ça fait partie justement de la mécanique. En 2014, vous avez une société de géo au Cameroun. Je parle du pari mutuel urbain du Camerounais. Et qui, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'opérationnalisation des services de sécurité de l'ancien président Ibeka, et qui a accordé un contrat justement de formation de ces militaires-là à la société Galé Security. Alors le pari mutuel urbain camerounais débloque la somme de plus de 125 000 euros par mois, hein, ce chiffre-là. Vous avez encore plus loin la fameuse affaire Elf, le fameux scandale Elf, qui a fait d'ailleurs de nombreuses affaires sur le continent africain, qui a fait beaucoup d'affaires. Total Fina Elf, et qui est arrêté, qui a pour tentacule, j'allais dire, pour point d'ancrage, la France-Afrique. Quand j'ai dit cela, quand j'ai donné ces éléments-là, et vous n'avez pas que les anciens tricolores, vous avez également les anciens anglo-saxons comme Goldman Sachs, MacArthur, entre autres, hein,
qui sont sur le continent africain, qui mènent des activités criminelles, qui sont capables de faire des effets. Les anciens de Bolloré également, Albert Anatola ici. ExxonMobil, vous avez Bolloré, voilà. Entre autres. Vous avez ces gens-là qui appartiennent à qui? Au Rothschild, Rockefeller, George Soros, entre autres. Ça veut dire qu'en fait, derrière, il s'agit d'une politique de géopolitique, il s'agit d'une stratégie de géopolitique bien pensée, de géostratégie. C'est-à-dire de contrôle, n'est-ce pas, du continent africain, pas seulement le continent africain d'ailleurs, même en Amérique du Sud. Oui. Ça existe. Qu'est-ce qu'il faut retenir tout ça? Il faut retenir que, et vous l'avez d'ailleurs fort bien indiqué dans votre propos tantôt, que c'est quand même un questionnement séculaire. Pourquoi est-ce que vous avez, j'ai oublié le cas du Tigre, c'est-à-dire quand Total a commencé à exploiter a découvert le pétrole, oui. A commencé à exploiter le pétrole. C'est là en tout cas, dès qu'on a découvert le pétrole, c'est les problèmes ont commencé. Alors, et ce qui est quand même paradoxal, c'est que partout où il y a des conflits armés, partout où il y a le désordre, un désordre sécuritaire, les intérêts de ces structures ne sont jamais menacés. Bien au contraire, c'est beaucoup plus les populations civiles qui sont beaucoup plus mises en danger, mais les intérêts sauvegardés. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette deal sous-marin entre ces multinationales et naturellement les groupes terroristes, ou bien les groupes armés. Souvenez-vous de la libération, n'est-ce pas, de ces fameux otages du côté de Mali. On vous dit que aucune nation n'a été payée, ni par le gouvernement malien, ni par l'Élysée. Mais ce qui est faux, bien évidemment, parce qu'il y a bien eu l'argent qui a été reversé aux terroristes, parce qu'il fallait bien libérer ces terroristes-là. C'était la condition pour l'économie. Parce que souvenez-vous, en son temps, Ibeka avait de la peine à libérer les deux otages français, parce qu'il y avait une sorte de surenchère financière qui avait été mise justement sur la table par les pneus d'otages. Comme j'ai dit cela, revenons donc à la thématique. Quand Lafarge finançait Daesh, est-ce que l'Afrique est en danger face à l'invasion des multinationales étrangères? Naturellement. L'Afrique est en danger pour au moins deux raisons. La première raison, c'est quoi? C'est que le fait que les contrats exclusifs soient accordés aux multinationales étrangères constitue un problème économique pour le continent africain. C'est-à-dire, ça ne peut pas permettre l'émergence de l'industrialisation du continent. Ça, c'est le premier danger. Le second danger, c'est l'évasion des capitaux. Nous savons que la plupart de ces multinationales excellent dans l'incivisme fiscal. Ils bénéficient des exonérations de toutes sortes, douanières, fiscales, tout ce que vous voulez. Ça pose un problème. Donc, de ce point de vue, il y a donc des pressions, il y a des contreparties politiques ou financières qui sont attribuées à ceux qui signent aux signataires de ces contrats, de ces gros contrats juteux. Là, ça implique directement nos dirigeants. Le second danger, ça concerne justement le contrôle géostratégique de notre continent. Parce que partout où il y a une multinationale qui est installée, une base militaire étrangère n'est jamais très loin. Pour, soi-disant, le moment venu, sauvegarder les intérêts ou la sécurité de ces multinationales. Moi, je pense donc que là, je rejoins l'analyse qui a été faite tout à l'heure par Diabaté, qui indiquait que de beaucoup plus mettre l'accent sur les enjeux politiques ou géopolitiques, il faut davantage mettre l'accent sur les enjeux géosécuritaires, c'est-à-dire avoir des armées bien formées, autonomes, parce que si vous avez des armées fortes et bien opérationnelles, vous ne pouvez pas avoir le désordre que nous avons, par exemple, du côté du Mali. Vous ne pouvez pas avoir le désordre que nous avons, par exemple, de manière globale au niveau du Sahel. Vous ne pouvez pas facilement avoir le désordre qu'on a du côté du nord-ouest, du sud-ouest, ou bien de l'extrême nord camerounais. Vous ne pouvez pas avoir le désordre qu'on a du côté du Nigeria. Parce qu'il faut se dire que du côté du Nigeria, qui est un État fédéral, vous avez des gouverneurs qui sont pro-sécessionnistes. Et ça pose donc un problème. Et quand vous avez donc les locaux, vos compatriotes qui sont pro-sécessionnistes, ça veut dire qu'ils vont négocier directement avec les envahisseurs et nous savons quel est le rôle
quel rôle, je veux dire, la France a toujours joué, notamment du côté de la guerre du Biafra, ou de manière plus récente encore, dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Donc, du côté de ça, il ne faut pas revenir là-dessus parce que beaucoup de choses ont été dites et je ne veux plus y revenir. Revenons un peu au niveau même de ce que j'appellerais le crime écologique. Ils exploitent notre sol, notre sous-sol, mais quel impact leur activité a au niveau de l'environnement? Vous avez plusieurs ONG, soi-disant, qui militent contre, justement, pour la protection, la préservation de la nature, mais ces ONG sont paradoxalement très taiseuses quand il s'agit des multinationales. Du côté du Niger, du côté de la République démocratique du Congo, du côté du Cameroun, dans mon propre pays, notamment du côté de la Sandaga maritime ou bien du côté de l'Est Cameroun, vous avez justement la nature qui est dégradée, qui est détruite, qui est polluée. Vous avez les nappes d'eau qui sont polluées. Vous avez les épandages de pesticides du côté du Mongo dans les plantations et de la société de plantations de Ndjomé-Punja. Ça n'offusque personne. Mais vous avez quand même de l'eau qui est captée de ce côté-là et qui est vendue dans les grandes surfaces. Pourquoi vous allez jusqu'à Ndjomé-Punja alors qu'ici, même à la zone industrielle de Douala, on en a pire encore? Les exemples sont légion. Donc je pense que... Vous n'avez qu'à faire un tour juste après, hors de la barrière de DBS, voilà, vous verrez très bien ce qui se passe. Nous avons donc affaire à ce que j'appellerais l'envahissement des banksters, c'est-à-dire le capitalisme criminel, qui ne pense que justement à satisfaire ses intérêts pour moi. Merci à vous Albert Anatola ici. Messieurs, je vais vous accorder à chacun 3 minutes top chrono, pas plus, pas moins. Et je vous couperai forcément. Je commencerai déjà par vous, Henri Diabaté Manding. Puisque les multinationales ne produisent en tout cas que des guerres et des conflits, qu'attendent les États africains pour justement les interdire, alors s'en séparer? Alors, on va dire que les politiques sur le continent africain sont complices. Non, ils sont complices. Vous ne pouvez pas nous dire que ce genre de faiblesse, de manque de leadership puisse s'expliquer d'une autre manière. Il y a une réelle complicité parce que les indépendances qui ont été, lorsqu'elles ont été décrétées... Indépendance factice? Oui, ont été créées, en fait, ont été taillées à la mesure du colonisateur. C'est-à-dire on a balkanisé les États pour que demain, lorsque on veut les contrôler, ce soit facile. Parce que si c'était... Peut-être si l'Afrique allait à l'indépendance, Afrique équatoriale française, ce serait un bloc. Ce serait vraiment difficile à démanteler ce type de bloc. Je ne sais pas si vous voyez. Vous savez, le Nigeria, quand vous allez au Nigeria, par rapport à la partie de la guerre du Biafra, savez-vous que la paix au Biafra n'a pas été possible parce que les forces biafraises ont été battues à Umuofia? Non. La paix a été possible parce qu'à New York, les compagnies des multinationales de pétrole se sont assises et ont discuté que la guerre est finie. Est-ce que vous savez ça? C'est parce qu'à New York, les multinationales se sont assises et ont dit que bon, la guerre est finie. C'est tout. Pour la première fois en Afrique, on a vu une multinationale monter des bandits, Jean Shrami, s'attaquer au Congo, prendre Kisangani, et menacer Bukavu, Kisangani, menacer Kinshasa. Oui. On n'avait jamais vu ça. On s'est posé 1500 questions. Tout le monde était étonné. On n'aimait pas Mobutu particulièrement, mais quand même on s'est demandé comment ça peut exister au monde moderne où des gars sortent du pré et Jean Schramme se filmait. Il a devant les chaînes de télévision partout. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Il faut comprendre que les multinationales nous font tellement mal. Elles nous font tellement du mal que si on n'a pas une force militaire capable de les mettre hors jeu, c'est-à-dire de créer le problème véritable, ce qu'il nous faut, c'est de casser tous les États, l'État postcolonial et de créer un nouvel État. Ce nouvel État ne peut plus être un État-nation, ça doit être un État multination. Maintenant, il nous faut une force militaire. Si on n'a pas de force militaire, on ne peut pas. Moi, je vais vous dire, quand vous voyez, je ne m'égote pas sur la capacité de travail des Asiatiques. Les Asiatiques, c'est des gars formidables, qui ont fait des sacrifices pour être là où ils sont. C'est-à-dire tous les pays de l'Asie du sud, de l'Asie du sud-est, ce qu'on appelle la mer de Chine. Malaisie, Singapour, Indonésie, tout ça. Non, c'est des gars qui travaillent. Mais, en 1950, ils étaient au même niveau que nous. Quand on abordait 1960,
Nous, on était même le continent. Eh ben, on disait, ben, voilà des gars qui vont se développer. Dans 20 ans, voilà des gars qui seront bien. Mais comment se fait-il que 20 ans après, eux soient des dragons et nous, on soit misérables? Ce sont des moineaux. Les moineaux même sont un peu plus gros. Comment expliquer ça? Tout simplement parce que il y avait le parapluie chinois. Dès que les Chinois ont eu la bombe atomique au début des années 60, vous savez, il y a 300 millions de Chinois dans ces pays, tous ces pays, et les Chinois ont créé, ils considèrent ces pays comme la Mare Nostrum. C'est leur zone d'influence. Ils veulent voir personne là-bas. Et ils ont la bombe atomique. Donc, les multinationales réfléchissent par 2 fois avant de s'y rendre. Les Chinois ne sont pas capitalistes, les autres sont capitalistes, c'est tous ces pays. Mais les Chinois considèrent ces pays comme leur banque. La première banque chinoise, celle qui a financé le bond en avant de la Chine, c'est la United Bank of China qui était en Malaisie, où tous les Chinois de la diaspora ont mis leur argent pour financer la construction des barrages des 3 gorges, le programme nucléaire, le programme économique, c'est l'argent de la diaspora. Mao allait le voir. Mao, quand les gars du Parti communiste ont dit à Mao, comment tu peux aller marcher avec... c'est une entorse à la doctrine communiste. Mao leur a dit que non. N'ayez pas peur. Je vais ouvrir les fenêtres. On dit que, mais quand tu vas là ouvrir les fenêtres, les moustiques vont entrer. Il dit, on va tuer les moustiques. Oui. Deng Xiaoping a dit plus tard que qu'importe la couleur du chat. Pourvu qu'il attrape les grosses souris. Donc, le vrai problème, c'est ça de l'Afrique. L'Afrique, les multinationales, on a besoin d'elles. Parce qu'elles ont l'expertise, elles ont l'argent. On est dans un moment critique. Mais il faut que ce soit dans un cadre réglementé. Si ce n'est pas dans un cadre réglementé, on est mort. Il faut que ce soit dans un cadre réglementé. Et pour que ce soit dans un cadre réglementé, il faut un leadership fort. Ce n'est pas le leadership qu'on a là. Ce n'est pas le leadership qu'on a. Vous ne pouvez pas dans un... Et quand les multinationales viennent, on se dit que non, dans 10 ans, elles doivent partir. Il y a un chronogramme que vous partez. Vous ne pouvez pas me dire que le port de Douala, le port de Douala dépend du dragage du chenal. Et ce chenal soit entretenu par des multinationales. Mais la multinationale vous paralyse. Je me souviens d'une époque où le dragage du chenal, c'était 1,5 milliard sous Gagnon. C'est passé à 3 milliards sous Dibon. Ça a explosé sur Chouta. C'est passé à 15 milliards. Un jour, la SDA qui appartenait au groupe Bolloré, ce qu'on ne sait pas. La SDA qui avait été amenée par Titu Sédioua. Quand les gens sont en prison, vous ne savez pas souvent pour. Peut-être qu'ils ne savent même pas pourquoi. Paul Biya lui sait. La SDA est venue et nous a dit que le chenal, le dragage du chenal, c'est 36 milliards si vous ne payez pas. Pourtant, les 36 milliards pouvaient payer justement un instrument de dragage. Voilà. Et les dragues étaient la propriété de l'État du Cameroun. Et les dragues étaient le Youpé. On a laissé le Youpé mourir pour une avarie d'huile. Allez voir le commandant Ekambi, vous lui demandez. Pour une avarie d'huile, c'était là au port. Ça dit toutes nos dragues, pour draguer les quais, qui est que Garoua. Était là, hein. On a dit que non, on va chercher les gars. Yann de Noul, on allait chercher la SDA, Yann de Noul, Boscalis Campo, toutes ces sociétés chèques, les derniers en date, c'est chèques. Et leurs factures, ils utilisent nos appareils, ils utilisent notre personnel, et ils nous facturent. Ça veut dire que ton voisin voit comment tu tunes ta maison, comme on dit au quartier. Tes enfants sont bien habillés, joufflus, bancal. Oui, oui. Et à la fin du mois, le bailleur vient te dire que monsieur Steve Ngoss, vous payez 150 000 francs pour rester dans cette maison. Ton voisin, qui n'a fait aucun effort, toi tu as utilisé ta force de travail, tu t'es mis ton intelligence, et lui, le voisin, lui vient et te facture ça. Et c'est ce que les multinationales nous font parce que dans nos États, nous sommes des États faillis. Merci. Il n'y a que des brigands qui sont là, des gangsters qui nous contrôlent. Et ces gangsters-là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. À partir du moment où on leur donne l'argent dans la poche, on finance des études de leurs enfants. Et d'un autre côté, pour finir... Terminez rapidement, parce que le temps nous est imparti. Tant que les Africains ne font... C'est-à-dire la guerre, vous savez ce qui était la véritable opposition entre Simon Kibangu et les Blancs? Vous connaissez la véritable opposition entre Tonli King et les Blancs? La véritable opposition entre Oumiobe et les Blancs? C'est la spiritualité. Et la spiritualité. Qui spirituellement est fort. Et Gandhi l'a dit. Oui. C'est spirituellement. La guerre n'est pas une guerre militaire.
La guerre n'est pas une guerre économique, la guerre est spirituelle. Oui. Si spirituellement vous êtes fort, personne ne peut vous toucher. Et vous allez constater que tous ceux qui ont, sur le plan spirituel, mené la guerre, le tocsin de la révolte, ont été vite tués. Simon Kibangu, Thomas Sankara, Ruben Oumiobe, remarquez, hein, tous ceux, Patrice Emery Lumumba, dès que vous parlez de spiritualité, aux enseignants disent que non, celui-là doit mourir. Mais on peut mettre les Samouris en prison, on peut mettre les autres. Mohamed Singh, on les mettait en prison. Oui, oh, Cheikh Amadou Bamba, oh non, on les met en prison. Mais dès que tu amènes le curseur sur la spiritualité, tu es mort. Parce que c'est la base de la vie. Et l'Africain, lui, il est spirituel de nature. Et l'Africain se dénature lorsqu'il fuit sa nature, son ADN, qui est la spiritualité. Parce que quand on tue la nature, vous n'existez plus. Nous, notre force, ce sont les plantes. Merci Henri Diabaté Mandeng. Je tiens également à rappeler que c'est pour cela que du côté du port autonome de Douala, il y a toujours une guerre. Désormais, il y a des appareils de dragage quand même, oui, qui sont justement utilisés par les Camerounais. Et vous voyez sur la propriété du Camerounais. Et vous voyez les retombées dans l'économie. Les retombées dans l'économie. C'est incroyable. Mais maintenant, une guerre contre Cyrus Ngor et ses, on va le dire, hein, ses collaborateurs. Pendant ce temps, je vais me tourner vers vous, hein, Charlie Kenyé. Charlie Kenyé, pourtant, les multinationales sur le continent africain s'accrochent. Elles persistent et signent avec la dernière énergie. Elles ne veulent pas quitter le sol africain. Mais bien sûr, ce n'est que normal. Puisque M. Henri Diabaté vous l'a dit. Bah, vous voulez nous faire comme Simono disait, le patient ne va pas... Non, elles sont là pour faire du chiffre. Le patient ne va pas à la mer pour avoir pitié du poisson. Elles sont là pour faire du chiffre. Mais avant, okay, je voudrais apporter d'autres avis parce que... Allons-y rapidement, messieurs, plus que... Non, je vous en prie, À peu près 14 minutes pour sortir là. Oui. Déjà, pour le cas du Cameroun, vous comprenez, le Cameroun l'a compris avec le président Paul Biya qu'il fallait une armée forte. Et le Cameroun, je ne vais pas le dire, a une armée forte contrairement aux armées des superpuissances, mais le Cameroun, dans le cadre africain, a une armée capable de faire face à toute forme de velléité que nous avons. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous sommes un pays qui est attaqué de partout, mais nous résistons fortement. Et dans le cas du Cameroun même, ce que nous vivons dans les régions du nord-est et du sud-ouest sont la conséquence même du fédéralisme du Nigeria. Parce que, aujourd'hui, le Nigeria est un État fédéral. La volonté du gouvernement fédéral n'est pas toujours celle que se passe au niveau des États fédérés. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le nord et le sud vient du fait que vous avez monsieur, par exemple, le gouverneur de l'État du Cross River qui est un pro-Biafra et qui forcément, parce qu'il est un pro-Biafra de l'alliance qu'il y a eu entre le Biafra et les Ambazoniens, est un pro-Ambazonien. Donc, en réalité, c'est une base arrière. Et le gouvernement fédéral du Nigeria, vraiment, ne peut rien contre ça. Donc, quelque part, il faut que les gens comprennent ça. Voilà pourquoi je salue l'initiative comme quoi, au-delà de tout ce bagage, il faut retourner à la renaissance africaine, la spiritualité africaine, les valeurs africaines, la langue africaine. Je crois lors de l'Assemblée générale de l'Union africaine de 1975, où on parlait de la renaissance africaine. De l'OUA. De l'OUA, oui. Avec Kouzali Opia, la langue qui avait été, la langue qui avait été choisie, c'était le Swahili. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais avant, il faut d'abord des fondements militaires et sécuritaires forts. Sinon... Je vous le dis quelque chose. On a vu la CEDEAO se mobiliser 6500 hommes pour aller protéger, entre guillemets, une forme de démocratie en Gambie parce qu'il fallait chercher Yaya Jammeh pour installer Adama Barrow. Mais on a été incapable de voir la CEDEAO mobiliser seulement 100 hommes pour aller défendre l'intégrité du territoire malien. C'est-à-dire que vous voyez cette incongruité-là. Pourtant, en 2002... C'est des complicités. Je vous dis, mais c'est ça, puisque c'est eux qui financent cette chose-là. Alors, en 2002, l'Union africaine adopte ce qu'ils ont appelé le protocole de Durban, avec ce qu'on a appelé le projet APSA, ça veut dire une architecture paix et sécurité en Afrique, avec pour problème, avec pour valeur les solutions africaines, les problèmes africains, les solutions africaines aux problèmes africains. Et pour bras armer une force africaine en attente, ce qu'on a appelé une FAA, ça c'est 2002. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en attente de cette force-là. Et justement, cette force avait été pensée pour résoudre ce genre de problème. Les Américains ont cassé ça. Les Américains et les Français. Non, parce qu'il y a des pays qui ont essayé de se rester ça. Mais permettez que je finisse. Non, c'est bon pour vous, terminez quand même. Non, terminez rapidement. J'ai voulu faire cette digression-là. Donc, pour revenir aux multinationales, il faut comprendre qu'elles sont dans leur rôle. Parce qu'on ne va pas tout le temps jouer la victime. C'est-à-dire qu'il est impératif aujourd'hui pour nous, en qualité d'Africains, de mettre sous pied un certain nombre d'instruments forts pour déjà les contrôler. Voilà pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous pensons ce qu'on appelait l'intelligence économique. Il faut une intelligence économique en Afrique. À partir du moment où une entreprise arrive comme ça, que nous soyons capables de pouvoir les contrôler, tant sur la fiscalité, tant sur les revenus, tant sur la qualité du personnel, de tous ces... Il nous faut une véritable intelligence économique en Afrique. Et c'est dans ce sens où vous verrez que les pays qui essaient de s'en sortir, un peu comme le Ghana, vraiment essayez d'aller voir, vous verrez que ces multinationales-là
ne font pas tout ce bordel là-bas. Or, en Afrique francophone, non seulement nous refusons d'y aller, mais pire encore, et c'est là où je rejoins l'analyse de Henri Diabaté Mandeng, nous avons des hommes politiques qui, parce que recevant un certain nombre de pots de vin de ces multinationales, se refusent justement à ce que nous apportons cette transformation dans nos États-là. Et on va continuer à subir ça. Mais il faut comprendre qu'il faut également des médias aussi forts où, à travers un certain nombre d'expertises, des gens peuvent venir analyser, décortiquer ce genre de choses pour justement dire aux Africains, voilà les enjeux. Loin de la démocratie, loin de l'alternance, loin des libertés civiques, loin des droits de l'homme, voilà où se trouve le vrai problème. Voilà où se trouve le vrai problème. Et pendant ce temps, beaucoup d'amis dans la classe politique camerounaise. Et pendant ce temps, on va quand même dire que les politiques africaines, apparemment, n'ont qu'un seul objectif, prendre le pouvoir avec l'aide justement de ces multinationales. Oui, et comme nous avons toujours l'habitude de dire ici, on ne fait pas la politique pour gouverner un peuple. On fait la politique pour défendre un peuple. C'est très différent. C'est une vision diamétralement opposée entre ceux qui pensent la politique pour régner et ceux qui pensent la politique pour servir. Je vais citer quelqu'un qui a dit le politicien pense aux prochaines élections, mais l'homme d'État pense à la nouvelle prochaine génération. Donc c'est un problème de vision. C'est Winston Churchill. Voilà, c'est un problème de vision. Il faut des hommes de vision à la tête de nos États pour penser quelle sera l'Afrique dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ce qu'on appelle la projection politique. C'est que nous ne faisons pas. Tous nos hommes d'État, nos hommes politiques pensent à comment me maintenir au pouvoir, comment manipuler la Constitution. Ils pensent comment arriver au pouvoir, comment défendre les territoires, les terres que les Chinois sont en train de reconquérir, de nous voler à des 100 francs pour faire des champs, la pisciculture et toutes les activités que les nationaux peuvent faire et donner l'emploi aux jeunes diplômés. Mais nous avons de plus en plus de jeunes diplômés désœuvrés, abandonnés, qui font les benskins, les autres trucs, les intelligences ignorées parce que vous n'avez pas des États capables de les accompagner. Donc je suis en disant ceci. Le lion ne renoncera pas à la chasse aux gazelles au nom d'une humanité qui n'existe pas, parce que le jour qu'il le fera, il va disparaître. C'est à la gazelle de savoir bondir les bons moments pour contrer les visées féliniques de lion. Ces multinationales sont des capitalistes, des criminels. Ils ne vont pas renoncer à l'appât du gain. Ils vont continuer. C'est à nous donc de savoir rebondir. Et cela on appelle à la vision politique. Comment rebondir systémiquement? Comment organiser? Comment armer le jeune? Nourrir une masse critique capable de penser l'Afrique de manière autonome et révolutionnaire et de créer des bases structurelles vraies qui fonctionnent pour pouvoir rééduquer la mentalité des Africains et amener ces gens. Combien d'entreprises, par exemple, financent DBS ce matin, par exemple? Aucune. Combat. Il y a des entreprises qui doivent subventionner ces émissions. Il y en a combien, mon ami? Est-ce que vous savez que dans votre pays, la RDC, il y a des avions qui décollent depuis la forêt avec à leur bord des tonnes de diamants, d'or et tout ça en direction du Rwanda? Parce que l'État est absent là-bas et c'est le rôle des multinationales. Merci, monsieur. Merci. Nous avons monté d'ailleurs les images de cet avion, d'ailleurs, les avions qui décollaient en plein cœur de la forêt et qui, avec des richesses, des diamants, de l'or, tout ce qui va avec, et sans oublier bien sûr des défenses d'éléphants. Vous avez connu le chanteur là, non? Des Fao. Oui, des Fao. Voilà. Des Fao est devenu plus gros encore. Des Fao est au bord du lac Albert. Là-bas, il y a des villes comme Douala, des hôtels de luxe, 4-5 étoiles, où les patrons de multinationales quittent New York à bord du jet privé, viennent habiter dans ces hôtels-là. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que c'est en forêt. Vous ne savez pas. En pleine forêt. Moi, j'ai vu ça. Clair. Il y a des les gars sont là-bas, c'est le paradis. Dès que les gars vont chercher les minéraux en forêt, ils apportent, on leur livre ça là, ils prennent dans leur jet privé, ils vont à Dubaï. C'est la plus grande place de marchandage. Non, c'est clair. J'ai des images. Hein. Ils vont à Dubaï et déposent. Merci, monsieur. Le général de FAO qui contrôle au nom d'une multinationale américaine. Il est devenu immense. Albert Anatole, ici, puisqu'on sait tout ce qu'on s'est dit sur ce plateau ce matin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis d'accord avec Diabaté sur le fait que nous avons peut-être besoin des multinationales, peut-être. Mais auparavant, j'ai deux propositions. La première, c'est que nous devons pratiquer du protectionnisme économique. Bien sûr. Parce qu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils pratiquent le protectionnisme économique. Donc, ils ne peuvent donc pas nous défendre de pratiquer chez nous ce qu'ils pratiquent chez eux.
Et ça, c'est le nationalisme en principe. Il faut qu'on aille absolument pour ce protectionnisme économique. Deuxième chose, là je suis d'accord également avec Diabaté, nous devons changer d'élite. Parce que lorsque vous avez une multinationale qui finance votre campagne électorale, qui prend toute votre campagne électorale en charge, vous connaissez la contrepartie, c'est tout. Les contrats après qui vont suivre. Vous connaissez la contrepartie. Condé en sait quelque chose. Voilà. Condé en sait quelque chose. Donc là, quand vous avez vu Condé, vous avez vu Condé, comme ça, le président de la République, qui est couché dans ça. Terminons, messieurs. Oui, donc je pense que quand j'ai dit ça, après avoir donc changé d'élite, nous devons avoir sur le continent africain des écoles professionnalisantes. Justement, parce qu'au Cameroun, nous avons, en Afrique d'une manière générale, je ne sais pas, du système francophone. Oui. Vous avez beaucoup plus des écoles qui vont vous produire des usines de bureaucrates. Des soi-disant politologues. Non, l'Afrique a besoin des écoles professionnalisantes. Comme dans le système anglo-saxon. Bien sûr. Quand M. Macron va au Ghana ou bien en Afrique du Sud, est-ce qu'il vous propose des universités? Non, il vous propose la formation. Vous avez vu même le discours de Nana Akufo à ce monsieur. Voilà. Sur le plan de l'éducation, nous en sommes à un niveau, vous n'avez rien à nous indiquer. Et ça, c'est clair pour le Ghana. C'est-à-dire que lorsque M. Macron vient quand il ira au Gabon, c'est pas la même chose il va pas faire la même proposition. Il va proposer du n'importe quoi, mais au Ghana, dans les pays anglo-saxons, comme le Ghana, l'Afrique du Sud propose autre chose parce qu'ils savent que là-bas, les gars, ils sont très avancés. Et ils ont une autonomie politique. Ce ne sont pas des gens qu'on peut facilement manipuler. La troisième et dernière chose, ils sont par là. Je pense que il faut fermer les frontières. Il faut les fermer parce que lorsque vous me donnez cette image du Congo, vous voyez, la EDC, vous voyez les avions, les jets qui atterrissent et décollent en pleine forêt. Vous n'avez pas vu les images ici sur le plateau d'Ibier ce matin? Non, c'est scandaleux. À la réalité, Charles, si je ne vous coupe pas, c'est tout simplement parce que aujourd'hui, le critère de puissance d'un État se résume à la DCA, ce qu'on appelle la défense antiaérienne. Un État aujourd'hui ne peut pas être fort si vous êtes incapable de contrôler votre espace aérien. Non, je pense qu'il y a des complicités au plus haut niveau. Même au plus. Je prends un cas très simple. La Russie est la première puissance militaire. Pourquoi? Parce qu'avec ce qu'ils ont appelé le système Avangard et le système Zircon, c'est-à-dire que des missiles hypersoniques capables de frapper toute cible à une vitesse inconnue, les États-Unis les tiennent au respect. Et c'est ça qui fait. Mais nous ne fabriquons pas. Mais nous n'avons pas de contrôle de notre espace aérien. Nous n'avons pas de contrôle sur notre espace aérien. On n'a pas l'arme nucléaire. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui, messieurs. Oui. Les avions qui atterrent et décollent en EDC Congo, ça veut dire qu'il y a des complicités au niveau de l'État. Tout à fait, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc ça c'est clair. Maintenant donc, j'insiste sur le changement de paradigme au niveau du système éducatif. Là c'est clair. Il faut que ce soit très clair. Vous ne pouvez pas avoir un seul sol très riche, un sol riche, que vous ne pouvez pas transformer. Et que les autres, on vous transforme en une sorte d'économie de consommation. Non. L'Afrique ne peut pas demeurer ce continent qui ne vit que de l'économie de consommation. C'est-à-dire que les autres ils viennent prendre vos produits, ils vont les transformer en produits manufacturés, ils vont les revendre. Les produits finis. Il faut qu'on change de paradigme. Et je crois que, et je termine par là, vous l'avez déjà dit deux fois. Il faut une révolution violente. Je pense que de mon point de vue, je devais apporter une suggestion. On devait d'abord suspendre le débat sur le franc CFA, mettre en avant. Il nous faut une politique militaire. En fait, des arrangements auraient été passés entre le cimentier Lafarge et des groupes terroristes afin de pouvoir maintenir l'activité dans l'usine, notamment grâce à l'obtention d'un laissez-passer et à l'achat de matières premières nécessaires à la production de ciment. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.